On va commencer tout de suite cette première soirée, sur le sommeil. Et on a vraiment le plaisir, la chance d'avoir une personnalité dans ce domaine, une sommité sur le sommeil. Alors, le professeur Vernenegre nous vient de Limoges. Il est professeur en pneumologie, en cancérologie pneumologique, et plus particulièrement, sa spécialité, sa deuxième spécialité, je dirais, c'est le sommeil. Donc c'est à vous. Merci M. Mouisset. D'abord, je suis extrêmement content d'être en face de toutes les personnes qui nous regardent au sein de ce centre ressources. Comme vous l'avez entendu, effectivement, je m'occupe de malades qui sont porteurs de cancer du poumon, mais ce n'est pas à ce titre-là que je vais faire cette présentation. Je vais vraiment m'adresser à vous tous pour essayer de vous expliquer simplement, le plus simplement du monde, le sommeil et ce titre que je trouve bien choisi, la santé du sommeil et la santé liée au sommeil. Et puis dans un deuxième temps, le docteur Mouisset fera vraiment un focus sur la partie cancérologique que je n'aborderai absolument pas dans cette présentation. Donc voici l'affiche. Alors le sommeil, c'est de façon très simple une activité indispensable de l'être humain. Et d'ailleurs, on est génétiquement programmé par rapport à ce sommeil. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits chez des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire du même œuf, ou des jumeaux hétérozygotes, et on sait qu'il y a une programmation génétique. Alors, ce sommeil qui est indispensable, mais pas uniquement d'ailleurs à notre espèce, on y reviendra, il a essentiellement deux piliers. Le premier pilier est le plus connu, c'est ce que l'on appelle la chronobiologie. Vous savez tous, mais je vais y revenir, si vous êtes plus à l'aise pour vous réveiller le matin ou pour vous réveiller un peu plus tard, vous en avez une idée, mais probablement pas suffisante. On le redétaillera tout à l'heure. Et puis le deuxième pilier, qui est beaucoup moins connu, c'est l'homéostasie. En gros, on ne dort pas trop la journée quand il y a de la lumière, et on dort plutôt la nuit quand il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire que nous avons tous une alternance veille-sommeil. Et c'est l'activité de veille qui va permettre un bon endormissement. Donc ce que l'on fait dans la journée va permettre éventuellement d'avoir un bon sommeil ou un sommeil de qualité. Nous allons y revenir. Et toute perturbation d'un de ces deux piliers va entraîner une problématique liée au sommeil. Alors, comme je l'ai dit, l'être humain n'est pas la seule espèce, tout le monde dort. Mais toutes les espèces dorment. Alors, il y en a qui dorment différemment. Ça peut être certains mammifères marins ou certains insectes qui sont capables de ne jamais s'arrêter, notamment par exemple les dauphins qui ont besoin de remonter en surface vont dormir hémisphère par hémisphère. Donc chez l'homme, ça, c'est pas possible quand même. Mais globalement, toutes les espèces vont dormir. Ce qui fait que c'est une activité indispensable à leur développement. Et puis, on l'a évoqué, il y a différents types de dormeurs. Il y a ceux qui ont besoin, on va dire, mais on reviendra là-dessus, d'un certain nombre d'heures de sommeil, puis ceux qui ont besoin de moins d'heures de sommeil, et puis ce que vous connaissez, c'est pour ça que je disais que l'activité chronobiologique, vous la connaissiez, est-ce que vous êtes plutôt je me couche tôt, je me lève tôt, ou est-ce que vous êtes plutôt je me couche tard, je me lève tard? Et ça, c'est quelque chose que vous avez en vous, qui est probablement physiologique, et on verra que toutes les perturbations et le message que l'on fera passer, c'est justement de ne pas trop perturber ces données chronobiologiques et ces données homéostasiques. Donc voilà, 25% des gens sont plutôt du matin, 25% des gens du soir, et puis les autres, ils sont indéterminés. Alors, petits gros dormeurs, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Attention, si vous dormez 14 heures, 15 heures par jour, c'est un peu pathologique. On parle plutôt gros dormeurs, de gens qui auront besoin d'un peu plus d'heures que le chiffre que je vous donnerai tout à l'heure, qui est la moyenne du temps de sommeil pour les autres. Et puis vous avez les petits dormeurs, ceux qu'on cite souvent en exemple, et ceux qui sont capables de travailler en ayant dormi 5 heures tous les jours. Alors, c'est une toute petite partie de la population, ne soyez surtout pas inquiets par rapport à ça, de gens très particuliers, parce qu'on se dit toujours, quand je dors, je ne produis pas. C'est faux. Quand je dors, je me donne les moyens de pouvoir avoir une bonne activité le lendemain. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas péjoratif, le sommeil. Alors voilà,
La question qu'il faut se poser et sur laquelle on va essayer de s'étendre, c'est, il y a des gens qui disent tout va bien, je n'ai pas de problème. Et puis il y a ceux qui vont dire je ne dors pas assez, je dors mal ou je dors trop. Et on va essayer un peu plus tard de voir quelles sont ces problématiques et comment on peut les régler. Alors ce que je voulais dire aussi en introduction, mais je le redirai aussi en conclusion, c'est que nous avons tous des objets connectés. Vous savez, c'est la tyrannie des objets connectés. Et on vous dit, il faut manger des fruits et légumes. Si vous ne mangez pas des fruits et légumes, ce n'est pas bon pour votre organisme. On vous dit, faites 10 000 pas par jour. Si vous ne les faites pas, ce n'est pas bon. Et vos montres, vos trucs, tout ce que vous avez autour de vous, vont vous le dire. Mais aucun de ces objets connectés ne va vous donner de renseignements précis sur votre sommeil. Et c'est ce sur quoi on reviendra tout à l'heure. Et on verra que l'équilibre d'un individu, son état de santé, c'est vraiment une combinaison de la nutrition, de l'exercice physique et du sommeil. Alors voilà, de combien d'heures ai-je besoin? Je ne sais pas, derrière cet écran, puisque vous êtes nombreux, combien de personnes sont capables de répondre à cette question. Ce serait intéressant. C'est dommage que nous n'ayons pas quelque chose d'interactif pour savoir si les gens connaissent le nombre d'heures dont ils ont besoin. Et on verra qu'il y a des applications pour ça. Et que la première chose à faire, c'est la photo, le diagnostic. C'est-à-dire, c'est quoi mes besoins en sommeil? Et quand je dis mes besoins en sommeil, je dis bien les besoins de chaque individu, alors qu'ils sont moyennés, bien sûr. Mais il est clair que si quelqu'un a besoin de 8 heures de sommeil, il a besoin de 8 heures de sommeil. On voit aussi qu'à travers l'évolution, et vous le savez, les bébés, les enfants, ont besoin de plus d'heures de sommeil. Et qu'il y a une frange de la population, que je citerai simplement avec une tranche d'âge, plus on va au-delà de 65-70 ans, et plus souvent on diminue son nombre d'heures de sommeil, tout simplement parce que c'est physiologique. Donc ce besoin en sommeil va un petit peu évoluer au fil des années, mais ce n'est pas vraiment le but de l'exposé. Ce qui est très important, c'est la santé liée au sommeil. Si ce sommeil est perturbé, cela va avoir des impacts sur de nombreuses dimensions. Premièrement, une dimension qui est purement, qui est importante, qui est la dimension un peu physiologique, endocrinologique. On sait que si on a des troubles du sommeil, et notamment des insomnies, on va perturber la sécrétion de l'insuline, qui est une hormone importante au niveau du corps, c'est-à-dire c'est notamment l'hormone qui est manquante, par exemple, dans le diabète. Eh bien, ça va être responsable d'une prise de poids. Et on sait qu'avoir des troubles du sommeil, ça va entraîner éventuellement une augmentation du poids, voire une obésité. Deuxièmement, vous allez diminuer vos performances cognitives. Souvent, c'est le cas dans certaines pathologies. Et puis, troisièmement, vous allez avoir certains troubles qui sont schématisés sur ces diapositives par les troubles dépressifs. Mais souvent, quand on est en burn-out, on va devenir dépressif, anxieux, et on rentre dans un cercle vicieux qui fait que cette anxiété va perturber le sommeil, qui en lui-même va être responsable d'une anxiété. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux lié au sommeil. Donc, les performances peuvent être altérées, vous êtes en épuisement professionnel, et puis on a remarqué que les troubles du sommeil avaient un effet un peu immunitaire. Alors, je pense que M. Mouisset reviendra tout à l'heure pour la pathologie qui nous concerne, mais on sait notamment que les troubles du sommeil peuvent faciliter certaines infections virales, ce qui est un petit peu d'actualité quand on pense à l'épidémie qui est autour de nous. Donc on voit bien que l'impact au niveau des défenses de l'individu et au niveau de nombreuses pathologies va être assez important avec ces troubles du sommeil. Enfin, et ça c'est beaucoup plus compliqué pour les personnes, quand on essaye de leur faire décrire les symptômes, ils ne font pas la différence entre la fatigue et le manque de sommeil. Alors fatigue, c'est un mot qui est en anglais, qui s'écrit pareil, qui veut dire fatigue, et qui n'a rien à voir avec la signification qu'on lui donne en français. La fatigue, c'est finalement l'épuisement des tâches. Je ne suis plus capable de faire quelque chose, je ne suis plus capable de porter quelque chose. D'ailleurs, souvent les écoliers sont plus fatigués quand ils vont à l'école que quand ils rentrent de l'école. Mais c'est différent du manque de sommeil. Le manque de sommeil, c'est le fait de s'endormir et de ne pas pouvoir faire sa tâche parce qu'on va s'endormir pendant qu'on travaille. Et les gens le traduisent souvent de la même façon. Et ça, c'est le rôle des applications, mais aussi du corps médical, de bien expliquer que
une fatigue. Lorsqu'on a une maladie, c'est un témoin de maladie, hein. On interroge les patients quand ils viennent nous voir, hein, quels qu'ils soient, quelle que soit leur pathologie. Est-ce que vous vous sentez fatigué, voilà, etc. Mais la fatigue, c'est le repos, alors que le manque de sommeil, c'est le sommeil. Et l'on pourra, et on le verra, sur des formes légères à modérées, avec une espèce d'apprentissage, c'est tout le but de la soirée, même si on va s'adresser un tout petit peu plus aux gens qui sont porteurs de cancer et qui nous écoutent, eh bien, on pourra, avec des choses simples que vous verrez tout à l'heure dans les ateliers, corriger les troubles légers ou modérés. Les troubles sévères, c'est le problème un petit peu plus du corps médical. Et ces troubles sévères sont, en gros, en certaines catégories dont je vais vous parler. Je ne sais plus, je peux revenir en arrière. Petit bouton. Oui, c'est ça. Ils sont essentiellement de deux grandes catégories. L'insomnie, c'est-à-dire qui va en fait perturber le sommeil. Alors cette insomnie, elle peut être liée à de nombreuses pathologies. Il y en a une que l'on connaît bien en pneumologie, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. En fait, les gens vont dormir, mais ils ne vont pas se reposer, ils vont avoir une mauvaise qualité de sommeil, ils vont avoir une somnolence la journée. Et ça, il faut en faire le diagnostic. Et puis, vous avez les gens qui dorment trop. C'est pour ça que j'avais pris cette précaution quand j'ai fait le début, qui vont s'endormir la journée alors qu'ils ont dormi la nuit, qu'ils ont un sommeil profond. C'est ce qu'on appelle l'hypersomnie. Alors ça, ce sont des pathologies beaucoup plus rares que le syndrome d'apnée du sommeil, qui sont des pathologies un peu neurologiques, comme la narcolepsie, une hypersomnie idiopathique ou une autre maladie neurologique. Là encore, là c'est du domaine médical. Mais nous ne sommes pas là pour être dans l'hyperspécialité médicale, nous sommes là juste pour essayer de bien vous faire décrire la séquence d'analyse de votre sommeil. Mais les applications sont capables de dire, là il faut consulter parce que vous avez une pathologie grave. Donc, il a été fait d'ailleurs au CHU de Bordeaux, c'est pour ça que je vais faire cette petite parenthèse, une analyse sur le personnel soignant qui travaillait au CHU, le personnel, toute catégorie confondue, il y avait aussi du personnel administratif. 1700 personnes ont répondu à une étude qui a été faite par le professeur Philippe et qui essayait de faire le lien entre sommeil, qualité du sommeil, qualité de vie au travail. Et cette présentation a été démultipliée, elle a d'ailleurs fait l'objet d'une publication scientifique, mais elle a également été médiatisée dans des réunions comme Santé Expo, qui sont des réunions un peu généralistes où on parle de tous les problèmes hospitaliers et qui ont été reconnus comme étant effectivement très intéressants et qui se poursuit en sachant que c'était une vision un petit peu particulière et qu'on peut aussi revenir sur ce qu'on a dit en introduction, sur la chronobiologie et essayer de caractériser dans plusieurs populations finalement le rythme du sommeil de chacun et est-ce que certaines catégories ont un rythme différent ou autre. Alors, vous voyez, je fais référence au professeur Philippe et à son livre, puisque je vous parlais tout à l'heure des 10 000 pas et des 5 fruits et légumes. Alors il dit de façon très simple dans cet ouvrage qu'il existe un indicateur très, très clair. En moyenne, un adulte a besoin de 7 heures de sommeil par nuit, 7 jours d'affilée. Et donc ça fait 7 x 7, 49. Voilà un chiffre facile à retrouver. Et l'on voit, soit dans les applications papier, soit dans les applications dont on va parler tout à l'heure, que lorsqu'on va regarder sur 10 ou 15 jours sa durée de sommeil, eh bien on va avoir un renseignement. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, de combien d'heures de sommeil avez-vous besoin? Est-ce que vous avez dormi 7 heures de sommeil dans les 7 derniers jours? Là maintenant, vous pouvez répondre en live. Et en fait, dans cette antifatigue, comme on vient de le dire, si l'on veut avoir une bonne hygiène de sommeil, il y a essentiellement 3 dimensions. La durée, on vient d'en parler, la rythmicité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez que les sujets jeunes, parfois, ont tendance à repousser leur heure de coucher, n'est-ce pas? Et ils se disent, je vais me lever tard le lendemain, ce qui est souvent le cas. Mais si vous vous levez à midi le dimanche, parce que vous êtes couché tard le samedi soir, il est très probable que vous allez perturber cette rythmicité, c'est-à-dire votre chronobiologie. Et que quand on s'est levé à midi, on a du mal
à se recoucher le dimanche soir à 10 heures. Donc vous allez déjà perturber la nuit suivante. C'est pour ça que la veille, cette dimension qui est un petit peu moins connue, qui est l'homéostasie, eh bien la veille va avoir un impact sur cet endormissement. Et il faut peut-être se faire violence pour ne pas dormir autant, quitte à se corriger sur plusieurs jours de cet écart. Parce qu'on ne va pas non plus empêcher les gens de se coucher tard s'ils le souhaitent. Mais finalement, quand on a un trouble léger ou modéré du sommeil, eh bien les différentes recettes que l'on trouve dans ces applications ou dans ce livre va vous permettre de vous corriger quasiment vous-même, avec en plus les conseils que l'on va vous distribuer dans certains ateliers, donc que je ne vais pas dévoiler maintenant, mais vous verrez que c'est très important pour reprendre en main son sommeil. Et que très souvent, les gens qui ont des perturbations, quand elles sont minimes, elles n'ont pas forcément besoin d'avoir recours à ce qu'on appelle, nous, les médicaments. Parce que, bien sûr, quand on a certaines pathologies, une certaine pathologie anxio-dépressive, on peut être traité. Mais c'est très important de pouvoir reprendre en main son sommeil avec des choses simples et pratiques, comme vous le verrez, plutôt que d'aller d'emblée consulter. La réponse n'est certainement pas dans la prescription médicamenteuse, quelle que soit la pathologie, et je pense qu'on aura l'occasion de détailler un petit peu plus loin la pathologie qui nous intéresse. Alors, je n'ai pas parlé, parce que j'attendais cet histogramme, des cycles de sommeil. D'abord, ce n'est pas anormal de se réveiller la nuit. Comme vous le voyez ici, il y a des éveils nocturnes. Et dans les applications, on vous demande est-ce que vous êtes réveillé, combien de temps vous êtes resté éveillé. C'est tout à fait normal et ce n'est pas pathologique. Donc les phases d'éveil, ça existe. Après, le sommeil se décompose essentiellement dans du sommeil lent et dans le sommeil paradoxal. Alors le sommeil lent, il est le sommeil lent léger et le sommeil lent profond. Et il faut comprendre que c'est le sommeil profond, dont vous voyez sur cette diapositive qu'il a essentiellement, il se situe au début de votre nuit. Eh bien ce sommeil profond, c'est celui-là qui va vous faire récupérer. Et c'est celui-là qui sera influencé par la veille. Plus vous vous êtes mis la pression, alors on va y revenir, si vous avez fait du sport, enfin peu importe, plus vous vous êtes mis la pression dans votre journée de veille, plus vous allez avoir cette phase de sommeil profond. On croit toujours que c'est le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est, pour ne pas rentrer dans le détail, mais c'est des mouvements des globes oculaires, des mouvements des jambes. Ce n'est pas du tout le sommeil de la récupération. C'est le sommeil dans lequel souvent on rêve, et quand on se souvient de ses rêves, c'est qu'on s'est réveillé en sommeil paradoxal, qui n'est pas d'ailleurs très logique de se réveiller en sommeil paradoxal. Alors effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas dormir. C'est pour ça que je prendrai cet exemple. Vous avez les commandos militaires ou les navigateurs solitaires. Ils dorment rarement 7 heures de suite quand même, hein, parce que sinon le bateau coule. Voyez. Donc on leur apprend à se passer, ils s'apprennent à se passer de ce sommeil lent léger. Ils vont rentrer directement au sommeil profond, une courte période pour récupérer. Alors après, bon, il y a des médicaments. Hein. Un autre exemple très intéressant, c'est le décalage horaire, ce qu'on appelle le jet lag, hein, à l'est ou à l'ouest. Et d'ailleurs, je pense que puisqu'on est chronobiologique, vous devez savoir si vous supportez mieux le décalage à l'ouest ou le décalage à l'est. Eh bien, il y a toute une série de techniques, mais qui sont essentiellement des techniques d'éveil. Enfin, moi, j'ai appris ça, puisque, vous savez, on fait quand même pas mal de congrès médicaux aux États-Unis. Eh bien, quand on arrive à 15 heures, il est en général 22 heures, vous savez que vous allez aller manger quelque chose comme 2 heures du matin, eh bien, on fait du sport. On va faire du sport ou on va marcher. On va marcher dans la rue uniquement pour voir la lumière. Parce que c'est cette lumière qui va vous donner la sensation de cycle journalier et de cycle diurne. Et même chose quand vous revenez en France, comme vous arrivez en général et que la journée commence, il est important de rester dans la lumière et de bien se situer, quitte, etc. Et on se rend compte qu'en 2-3 nuits, avec les recettes que l'on donne, on arrive à récupérer une phase de sommeil intéressante. Donc, ce graphe est important et vous le reverrez tout à l'heure avec ces perturbations. Alors, on parlait des outils, et le premier de ces outils qui a été développé par le laboratoire du professeur Philippe à Bordeaux, c'est Canopé. Canopé, c'est une application qui est gratuite, que vous soyez en Android ou que vous soyez
en iPhone, vous téléchargez cette application et si vous voyez cette petite dame, c'est qu'elle va vous parler, elle s'appelle Louise, et de sa petite voix, elle va vous dire qu'est-ce qu'il faut penser des données que vous avez rentrées, puisque vous rentrez votre temps de sommeil, mais vous rentrez aussi votre heure de coucher, c'est-à-dire le temps que vous allez rester au lit sans vous endormir, le temps que vous allez rester au lit quand on a le temps, une fois qu'on est réveillé, ce n'est pas forcément là où on reste le plus au lit. Et puis le nombre de fois que vous avez eu cet éveil. Et elle va vous aider. Donc elle mettra de côté les pathologies graves dont on vient de parler parce que ce n'est pas notre problème. Elle dira, bah oui, il faut aller consulter. Et puis elle va vous donner des conseils qui sont d'ailleurs reliés souvent aux ateliers que vous allez voir. Et c'est vraiment ludique, c'est ce qu'on appelle l'agenda du sommeil. Et ça, c'est la phase absolument indispensable. 1, le diagnostic. Après, vous avez 2, la correction, et 3, les outils pour corriger. Je crois que ça, c'est ce qu'il faut retenir, et cet agenda du sommeil est majeur. Alors, vous voyez bien, et c'est d'ailleurs le but de cette soirée, qu'on va parler de coaching sommeil. Hein, et vous allez avoir tout à l'heure des ateliers qui vont vous donner de l'aide par rapport à des difficultés que vous pourriez avoir. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les problèmes, notamment des insomnies. Est-ce que c'est que je n'arrive pas à m'endormir? Est-ce que c'est si je me réveille que je n'arrive pas à m'endormir? Est-ce que j'ai un sommeil qui est trop haché? Ça, tout ça, c'est d'ailleurs extrêmement bien précisé dans Antifatigue. Hein, les cas sont prévus et il y a des solutions pour les désordres qui sont modérés ou légers, comme on vient de le dire, en mettant de côté les pathologies. Il ne faut pas les oublier, les pathologies, parce qu'elles existent, mais franchement, elles n'ont rien à voir en termes de fréquence, pour ne pas utiliser le mot prévalence, rien à voir en termes de fréquence avec ce qu'on appelle les désordres légers du sommeil. Et également, il y a des comptes Instagram où vous pouvez avoir de l'information. Alors, en conclusion, je voudrais insister sur un point important. L'état de santé d'un individu, alors on ne va pas revenir sur l'OMS, hein, le bien-être, c'est quand même un équilibre entre plusieurs choses. 1, l'exercice physique, sans doute la nutrition, vous aurez un atelier dessus, on voit bien qu'il y a des heures, hein, si on commence à manger à minuit, c'est un peu difficile de s'endormir à ce moment-là, juste après, hein, je caricature volontairement. Et puis, cet équilibre entre sommeil, nutrition, exercice physique est extrêmement important. Il faut donc, 1, avoir une bonne hygiène de sommeil avec les 3 thèmes que je vous ai donnés, durée, rythmicité, qualité. Donc, savoir en faire son diagnostic, et je dirais son diagnostic personnel, quel qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit porteur d'une pathologie. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué avec les pathologies parce qu'en elles-mêmes, elles peuvent entraîner un peu de fatigue. Et bien typer sa façon de faire le sommeil et utiliser des outils simples qui vont vous permettre de vous aider avant même d'aller voir des spécialistes ou d'aller consulter. Et ce n'est que lorsque cet équilibre entre la nutrition, le sommeil et l'activité, que l'on pourra se sentir en bonne santé, ce qui est quand même l'objectif de tout un chacun. Voilà, sur cette partie, je vais m'arrêter là et je pense qu'on va donner la parole au Dr Mousset pour aller un tout petit peu plus dans sommeil et cancer. Merci. Je précise pour tout le monde hein, qu'il y a un chat, effectivement, on récupère les questions. On reviendra sur les questions à la fin des ateliers. Hein, il y aura un temps de questions-réponses. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas à faire vos commentaires et à signaler. On souhaite que dans ces lives, effectivement, il y ait une interaction, hein, qu'on puisse être ensemble et se sentir pas juste devant une caméra, à enregistrer quelque chose. Non, on est ensemble. Professeur, moi j'ai une question, un petit mystère pour moi. Je fais une micro-sieste, on va tester tout à l'heure, et je peux rêver tout de suite. Moi, c'est pas quelque chose que j'avais appris à la fac. Oui. Alors c'est quoi? C'est possible, pas possible? C'est curieux parce que vous n'avez pas le temps de tomber en sommeil paradoxal, ça c'est sûr. Que la micro-sieste permette d'avoir un sommeil profond pendant quelques minutes et permette une forte récupération, c'est évident. Mais je suis persuadé que vous n'êtes pas en sommeil paradoxal, c'est simplement que vous pensez à quelque chose avant de vous endormir et que vous devez le retrouver après. Mais ça n'est pas exactement, vous savez, d'ailleurs quand on demande aux gens, ils disent « mais je ne me souviens pas de mes rêves ».
Souvent, vous entendez ça quand on leur parle. Hein, on ne se souvient pas de ses rêves. D'ailleurs, ça nous ennuie d'ailleurs de ne pas se souvenir de ses rêves. C'est pour ça que quand on s'en souvient, mais c'est quand même une perturbation. C'est souvent quand on est réveillé en sursaut par quelque chose, le réveil d'ailleurs, hein, qu'on va se retrouver dans cette phase de sommeil paradoxal et qu'on va pouvoir avoir vraiment une idée de son sommeil. Mais sur une micro-sieste telle qu'on va la définir tout à l'heure, et qui c'est-à-dire moins de 10 minutes, on ne peut pas aller aussi profondément dans les phases du sommeil. C'est probablement le continuum d'une idée que l'on a avant de s'endormir. D'accord. Il y a une autre idée intéressante dans le travail quand on propose la ressource, un travail physique, on va voir l'alimentation, il y a aussi le travail psychologique. Un des travails, c'est parfois de travailler sur ses rêves justement. Et pour augmenter sa capacité, enfin ce qui est proposé souvent, c'est, moi je l'avais fait à une période quand j'étais interne justement, j'avais un microphone et quand je me réveillais tout de suite, je dictais ce qui me venait. Oui. Et j'évitais de bouger. Et même si je me réveillais la nuit, je faisais pareil. Bon, est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez des conseils à donner là-dessus? Je ne suis pas certain que ce soit la partie qui sera abordée, notamment Canopé n'aborde pas ça. Hein. Canopé travaille beaucoup sur les temps d'endormissement, les temps de réveil et les durées de sommeil. Alors ça, c'est parce que vous ne faisiez pas ça quand vous étiez en garde, parce que des fois, quand on était réveillé en garde, on était obligé de se lever tout de suite. Mais par contre, effectivement, ça peut être intéressant sur le plan psychologique de se dire qu'est-ce que j'étais et qu'est-ce que je pensais à ce niveau-là. Plus à ce moment-là, quand on va en discuter, alors en discuter pas forcément avec un médecin, mais probablement avec un psychothérapeute ou une psychologue, et on verra que la lutte contre l'anxiété, hein, qui est une des causes de l'insomnie, passe beaucoup par cet échange. Alors là, à mon avis, c'est intéressant. Mais dans la phase diagnostique, je dirais, dite canopée, ce n'est pas pris en compte. Mais je trouve que c'est très intéressant d'enregistrer ça parce que ça va favoriser un échange avec les personnes que l'on va voir à ce niveau-là, pour lutter justement contre cette partie anxiogène. Dans votre expérience, puisque vous vous occupez surtout de gens atteints de problèmes pulmonaires, mais vous avez rencontré, vous avez occupé de gens qui ont des problèmes de poids par exemple et qui ont été améliorés parce que le sommeil a été amélioré? Alors oui, alors ça c'est plus dans la partie pneumologique, c'est-à-dire le syndrome d'apnée du sommeil. Ces gens-là ne dorment pas bien. À partir du moment où on les fait mieux dormir, ils maigrissent. Et vous savez que ça a une traduction pratique, c'est que ce sont des gens qui sont appareillés avec une machine et que s'ils perdent du poids, on peut simplement enlever la machine. Et leur qualité de nuit, pas leur qualité de vie, et notamment la qualité du voisin de palier, est nettement améliorée quand on n'entend pas le bruit de la machine. Hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, la perte de poids, on l'a dit, la perturbation du sommeil, ça perturbe le cycle glycémique. Et ça favorise la prise de poids. Et d'ailleurs, on le voit dans le burn-out. Je pense que tout le monde a eu des phases dans son existence où il a beaucoup travaillé et où il était un peu sous pression. Et bien dans ces phases-là, on dort mal, on grossit. Et si on arrive à se reposer et à avoir effectivement une activité plus calme, on va d'abord avoir une meilleure alimentation, un meilleur sommeil et on va maigrir. Donc c'est sûr qu'il y a un lien entre la qualité du sommeil et la fluctuation pondérale. Ça veut dire que quelqu'un appareillé peut très bien ne plus être appareillé. Absolument. Nous, on les désappareille. Souvent, ce n'est pas des pertes de poids, hein, c'est pas ce qu'on voit à la télévision. Hein. C'est 10 kilos. Et 10 kilos, ça peut suffire. Tout simplement parce que, vous savez bien, c'est un problème d'accumulation graisseuse au niveau du cou. Enfin, les dames le savent mieux que les messieurs, puisqu'elles sont à côté de celui qui ronfle. Et donc, effectivement, le fait d'avoir une perte de poids va libérer les gens de ces ronflements. On parle bien des apnées périphériques. Hein. On ne va pas rentrer trop dans le détail médical. Je crois qu'on s'adresse aux gens qui sont en face de nous, mais dans les apnées périphériques, oui, c'est très valable. Ce n'est pas valable pour les apnées centrales. Merci. Donc je vous rappelle le programme, hein, c'est d'abord une deuxième conférence là, que je vais faire maintenant sur le sommeil et les liens qu'il y a avec le cancer. Donc on est dans la théorie, et puis après on ira vraiment dans le pratique, puisque c'est le but hein, aussi de ressources, c'est de donner des solutions et pas juste de voir les problèmes. Donc il y aura ensuite avec Bruno les conseils pratiques, et après on ira carrément dans l'expérience, c'est-à-dire les ateliers.